Ma belle-mère a débarqué le lendemain du mariage, et elle a volé tout l'argent ainsi que les cadeaux. Dès que j'ai découvert la disparition, j'ai tout de suite vérifié les caméras. Ce qu'on y a vu a choqué même le policier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à laisser un j'aime. Merci, et bonne écoute. Valérie tenait à peine sur ses jambes, pendant qu'elle et Maxime montaient les escaliers, en direction de leur appartement. Le mariage avait été une vraie réussite. Il y avait environ 80 invités, et ils avaient dansé jusqu'au matin. Maintenant, les jeunes mariés rentraient chez eux, avec les premiers rayons du soleil. Ses chaussures lui avaient donné des ampoules aux pieds, sa robe blanche était froissée, et sa coiffure avait perdu son aspect de fête depuis longtemps. Mais Valérie était heureuse, comme jamais auparavant. Enfin à la maison, soupira Maxime, en sortant les clés de la poche de sa veste. Ses mains tremblaient légèrement, à cause de la fatigue et de l'émotion. J'ai du mal à croire que nous sommes maintenant mari et femme. Valérie s'appuya contre son épaule, et elle sourit. Elle avait attendu ce moment pendant 32 ans, et il était enfin arrivé. Maxime s'était avéré être exactement l'homme dont elle rêvait, fiable, attentionné, avec un bon travail, et des intentions sérieuses. Ils s'étaient rencontrés un an plus tôt, dans le centre médical où elle travaillait comme réceptionniste, et lui, venait pour un examen, suite à un accident du travail. Max, et si on ne dormait pas tout de suite, proposa-t-elle, alors que son mari insérait la clé dans la serrure. On pourrait déballer les cadeaux, et compter l'argent. Je suis curieuse de voir combien on nous a offert. Maxime s'arrêta, et regarda attentivement la serrure. Valérie remarqua que ses sourcils se fronçaient. Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle. C'est étrange, on dirait qu'il y a de nouvelles rayures, murmura-t-il, en tournant la clé. Et regarde ici, il y a une trace de chaussure près de la porte. Quelqu'un s'est tenu là. Valérie regarda de plus près. Effectivement, sur le lino clair du palier, on distinguait l'empreinte nette d'une semelle, et elle semblait très récente. Peut-être que les voisins ont perdu quelque chose, et qu'ils cherchaient, supposa-t-elle. Mais, au fond d'elle, une inquiétude commençait à naître. Oui, probablement, accepta rapidement Maxime. Ou alors, c'est le concierge qui nettoyait. Il ne faut pas y penser, surtout un jour pareil. La porte s'ouvrit facilement, comme d'habitude. L'appartement était calme, et silencieux. Toutes les affaires étaient à leur place. Valérie enleva ses chaussures, et se dirigea vers le salon, où trônaient sur la table les cadeaux de mariage, des boîtes, des enveloppes, et des sacs ornés de rubans. Mon Dieu, il y a tellement de choses, s'exclama-t-elle, en observant ce trésor. Commençons à déballer. Maxime hocha la tête, et s'installa à côté d'elle, sur le canapé. Ils commencèrent, avec méthode, à ouvrir les enveloppes et à compter l'argent. Valérie notait les sommes dans un carnet, pour pouvoir remercier chaque donateur personnellement. Tante Claire a donné 1000 €, annonça-t-elle, en sortant les billets d'une enveloppe rose. C'est généreux. Mes collègues de l'usine se sont cotisés pour 1500 €, ajouta Maxime, en montrant une épaisse enveloppe blanche. Et voici celle de mon patron, avec 2000 €. Une heure plus tard, la table était recouverte de piles de billets soigneusement rangés. Valérie calcula la somme finale, et siffla d'étonnement. 14 700 €. Max, tu te rends compte, on est riche. En plus de l'argent, les invités avaient offert de nombreux objets utiles. Des bijoux en or de la part de sa tante, des boucles d'oreilles et une chaîne, d'une valeur d'au moins 2000 €. Un service en cristal, offert par les collègues de Valérie. Un mixeur haut de gamme, qu'elle désirait depuis longtemps. Du linge de lit en soie naturelle, 2 ensembles de serviettes, et un magnifique vase pour les fleurs. Il faut bien cacher tout ça, dit Maxime, en rassemblant l'argent dans une seule boîte. 15 000 €, c'est une somme sérieuse. Mettons-la dans la chambre, sur l'étagère du haut de l'armoire, proposa Valérie. C'est l'endroit le plus sûr. Ils rangèrent soigneusement tous les objets de valeur dans une grande boîte en carton, et l'emportèrent dans la chambre. Maxime la plaça sur l'étagère la plus haute, derrière les vêtements d'hiver.
On décidera demain de ce qu'on fera de l'argent, dit-il en bâillant. On pourrait en placer une partie à la banque, et utiliser le reste pour rénover la cuisine, non? Excellente idée, approuva Valérie. Mais pour l'instant, essayons de dormir un peu. Demain, il faut aller travailler. Ils s'allongèrent sans se déshabiller, directement sur le couvre-lit. Maxime serra sa femme dans ses bras, et, quelques minutes plus tard, il ronflait déjà. Valérie, elle, restait éveillée, réfléchissant à la façon dont sa vie venait de changer. Elle n'était plus une femme célibataire, mais une dame mariée. Elle avait un mari, qui la protégerait, et la soutiendrait. Ensemble, ils allaient construire leur petit nid familial, et, peut-être, avoir des enfants. Elle fut réveillée par une sonnerie insistante à la porte. Maxime dormait profondément à ses côtés, sans même bouger. Valérie regarda l'heure. Il était 13h30. La sonnerie retentit à nouveau, plus longue, et plus exigeante. « Max, quelqu'un est là », dit-elle, en secouant l'épaule de son mari. « Quoi ? Qui ?» Il ouvrit des yeux ensommeillés. « Quelle heure est-il ? » C'est déjà l'après-midi. Ce sont probablement les voisins, qui viennent nous féliciter. Maxime se leva à contre-cœur, et se dirigea vers la porte. Valérie se peigna rapidement, et arrangea sa robe froissée. Depuis l'entrée, la voix d'un homme se fit entendre. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit qu'aujourd'hui, on se reposait après le mariage. » Valérie se figea. Sa belle-mère. Nadine. Pourtant, ils avaient convenu que la rencontre avec les parents du marié aurait lieu une semaine plus tard, une fois que les jeunes mariés se seraient reposés, et remis en ordre. « Mon chéri, je ne pouvais plus attendre, » répondit une voix de femme, très claire. « J'avais tellement hâte de faire la connaissance de ta femme. Et puis, je vous ai apporté des cadeaux, et des bonnes choses à manger. » Valérie rejoignit l'entrée, et vit une femme ronde, d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau orange vif. Nadine était de petite taille, portait des lunettes à monture épaisse, et ses cheveux étaient bouclés en de serrées anglaises. Elle tenait dans ses mains un énorme sac de course, rempli à ras-bord. « Voici ma nouvelle fille », s'exclama la belle-mère, avec un grand sourire. « Valérie, ma chérie, je suis tellement heureuse de te voir. » Elle se jeta sur sa belle-fille pour la serrer dans ses bras, avec une telle force que Valérie faillit perdre l'équilibre. Nadine sentait un parfum sucré bon marché, mélangé à une autre odeur, plutôt désagréable. « Bonjour, Nadine », répondit poliment Valérie. « Entrez, je vous en prie. »« Maman, tu ne pourrais pas revenir une autre fois », suggéra prudemment Maxime. « Nous sommes vraiment fatigués, on voulait dormir. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» s'indigna la belle-mère. « J'ai fait 1h30 de bus pour venir, en portant tous ces sacs. Vous n'allez quand même pas refuser une tasse de thé à une vieille femme ?» Valérie donna un léger coup de coude à son mari. C'était un peu gênant de chasser sa belle-mère, le lendemain même de leur mariage. « Bien sûr, entrez, dit-elle. Je vais préparer le thé. »« C'est parfait, » se réjouit Nadine. « Et moi, je t'ai apporté des petits chaussons aux pommes. Je les ai cuits moi-même, ce matin. » Elle entra dans le salon, regardant autour d'elle d'un œil évaluateur. Valérie remarqua avec quelle attention sa belle-mère examinait la décoration, les meubles, les appareils électroniques, et les tableaux au mur. « Quel bel appartement !» s'émerveilla Nadine. « 2 pièces, n'est-ce pas ? Et la cuisine est grande ? Je peux jeter un œil ? » « Bien sûr », répondit Valérie, même si cet intérêt prononcé pour l'agencement lui paraissait étrange. La belle-mère fit le tour méthodique de tout l'appartement, scrutant chaque pièce. Dans la chambre, elle s'attarda plus longtemps, observant l'armoire et la commode. « Et où est votre salle de bain ? Vous avez un balcon ? Les fenêtres donnent de quel côté ? » Les questions pleuvaient. Valérie montrait tout avec patience, tout en se disant « Est-ce que toutes les belles-mères sont aussi curieuses ?» Autour du thé, Nadine interrogea les jeunes mariés sur la cérémonie, les cadeaux, et leurs projets d'avenir. Valérie racontait volontiers, tandis Maxime répondait à contre-cœur,
par de simples monosyllabes. Vous avez sûrement reçu beaucoup de cadeaux, n'est-ce pas, s'enquit la belle-mère. On vous a donné de l'argent? De l'or? Oui, comme c'est la tradition pour les mariages, répondit Valérie avec prudence. Je peux voir? J'adore les belles choses. Et puis, je suis curieuse de savoir ce qu'on offre au mariage, de nos jours. Maxime s'agita. Maman, pourquoi tu veux voir ça? Oh, mon fils, c'est juste par curiosité. Après tout, je fais partie de la famille, maintenant. Valérie ne vit aucun mal dans cette demande. Finalement, c'était la mère de son mari, elle était presque de la famille. D'accord, je vais vous montrer, accepta-t-elle. Ils allèrent dans la chambre, et Maxime sortit la boîte avec réticence. Nadine se mit à examiner chaque objet, avec l'enthousiasme d'une véritable experte. Oh, quelle magnifique boucle d'oreille! De l'or, et avec des pierres. Et cette chaîne! Quel travail délicat! Et ce mixeur, je l'ai vu en magasin. Il coûte dans les 700 €. Elle sortit même son téléphone, et commença à prendre en photo les cadeaux qui lui plaisaient le plus. Qu'est-ce que vous faites? S'étonna Valérie. C'est juste pour garder un souvenir, pour pouvoir montrer à mes copines quel beau mariage mon fils a eu. Ça ne te dérange pas? Valérie haussa les épaules. C'était bizarre, certes, mais pas dramatique. La belle-mère resta chez eux près de 3 heures. Pendant tout ce temps, elle ne cessa de poser des questions, d'inspecter l'appartement, et de complimenter les jeunes mariés. Finalement, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle demanda. Valérie, ma chérie, est-ce que je peux utiliser vos toilettes, pour me rafraîchir avant le trajet? Bien sûr, permit Valérie. La belle-mère s'enferma dans la salle de bain, et y resta étonnamment longtemps, au moins 15 minutes. Ensuite, elle sortit, fit ses adieux, et quitta enfin l'appartement, avec son énorme sac. Dieu merci, soupira Maxime, dès que la porte se referma. Je croyais qu'elle ne partirait jamais. Elle est plutôt gentille, tempéra Valérie. Juste très sociable. Trop sociable, et beaucoup trop curieuse, bien plus qu'il ne le faudrait. Valérie alla dans la cuisine, pour ranger les tasses de thé. Ensuite, elle décida de ranger sa trousse de maquillage, qu'elle avait laissée en plan le matin même. Elle n'avait même pas eu le temps de se maquiller correctement. En l'ouvrant, elle se figea. Entre son mascara et son rouge à lèvres, se trouvait une petite clé, qui n'y était absolument pas auparavant. La clé était neuve, brillante, et visiblement taillée récemment. Maxime, appela-t-elle. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'approcha. Regarde ce que j'ai trouvé dans ma trousse de maquillage. D'où vient cette clé? Maxime jeta un œil à la clé, et son visage prit une expression très étrange. Il prit rapidement l'objet, et le glissa dans sa poche. C'est à moi, dit-il. C'est pour le garage. Quel garage? S'étonna Valérie. Tu n'as pas de garage. Si. Enfin, je viens d'en louer un, je voulais te faire la surprise. Et pourquoi l'as-tu mise dans ma trousse de maquillage? J'ai dû oublier, ou je me suis trompée d'endroit. Valérie regarda son mari avec attention. Il était manifestement nerveux, évitait son regard, et tripotait la clé dans sa poche. Max, est-ce que tu me caches quelque chose? Mais non. Quelle idée, répondit-il, d'une voix beaucoup trop forte. C'est juste que je suis très fatigué. Mon cerveau ne fonctionne plus. Mais Valérie ne parvenait plus à se défaire de cette étrange sensation. Les rayures sur la serrure ce matin. La trace de pas inexpliquée devant la porte. La belle-mère beaucoup trop curieuse, qui prenait des photos des cadeaux, et inspectait chaque recoin de l'appartement. Et maintenant, cette clé mystérieuse. On devrait peut-être vérifier si tout est en ordre avec nos cadeaux, tu ne crois pas, proposa-t-elle. Pourquoi faire? Demanda rapidement Maxime. On vient de les ranger hier. Juste comme ça, pour me rassurer.
Elle se dirigea vers la chambre, mais Maxime lui barra la route. Valérie, non, tout va bien. Allons plutôt dîner, et couchons-nous tôt. Demain, on travaille. Maxime, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne veux pas que je vérifie nos cadeaux? Si, bien sûr que je le veux, mais pas maintenant. Je suis juste épuisée. Valérie le dévisagea. Dans ses yeux, elle lut quelque chose qui ressemblait à de la peur, et cela finit par l'alerter totalement. D'accord, accepta-t-elle. On vérifiera demain. Mais, intérieurement, elle décida de vérifier coûte que coûte, et le plus vite possible, car quelque chose clochait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le soir se passa dans un silence lourd et tendu. Maxime jetait de temps en temps des coups d'œil à sa femme, tandis qu'elle faisait semblant de ne pas remarquer son inquiétude. Ils se couchèrent tôt, mais Valérie resta longtemps les yeux grands ouverts, ressassant les événements de la journée. Sa belle-mère avait débarqué le lendemain même du mariage. C'était déjà étrange en soi. Puis, toutes ces questions, les photos des cadeaux, l'inspection minutieuse de l'appartement, et, surtout, cette mystérieuse clé dans sa trousse à maquillage, ainsi que le comportement bizarre de Maxime. Je tirerai ça au clair demain, se promit-elle, en s'endormant. Elle ne pouvait pas imaginer que, le lendemain, l'attendait un choc qui allait bouleverser toute sa vie. Valérie fut réveillée par le bip agaçant de son réveil. 7 heures du matin, il était temps de se préparer pour le travail. À côté d'elle, Maxime respirait bruyamment, les bras en croix. Après les bizarreries de la veille avec sa belle-mère, et cette clé mystérieuse, elle avait mal dormi, se réveillant sans cesse, rongée par une angoisse inexplicable. « Max, lève-toi, dit-elle, en le secouant par l'épaule. Il faut aller travailler. Encore 5 minutes, marmonna-t-il, sans ouvrir les yeux. Non, lève-toi. Et, au fait, je veux vérifier nos cadeaux avant de partir. Maxime ouvrit instantanément les yeux, et s'assit sur le lit. Pourquoi, demanda-t-il, avec précipitation. Juste pour m'assurer que tout est là. Depuis la visite de ta mère hier, j'ai un mauvais pressentiment. Valérie, de quoi tu parles? Ma mère n'a rien pu prendre. C'est ma mère. Mais Valérie s'était déjà dirigée vers l'armoire. Elle monta sur une chaise, et tendit la main vers l'étagère supérieure, là où ils avaient caché la boîte. Sa main ne rencontra que le vide. Maxime, cria-t-elle. La boîte n'est plus là. Comment ça, elle n'est plus là? Il bondit du lit, et courut vers elle. Je te dis que la boîte a disparu. Regarde par toi-même. Maxime grimpa sur la chaise, et fouilla toute l'étagère. Effectivement, la boîte s'était volatilisée. Peut-être qu'on l'a mise ailleurs, suggéra-t-il, d'une voix tremblante. Où ça, ailleurs? On l'a posée ensemble ici même, hier soir. Ils se mirent à fouiller fiévreusement tout l'appartement. Ils regardèrent sous le lit, vérifièrent tous les placards, et retournèrent la commode. Dans la cuisine, ils inspectèrent chaque tiroir, et les placards en hauteur. Dans la salle de bain, ils cherchèrent dans le panier à linge. La boîte contenant les cadeaux restait introuvable. C'est impossible, répétait Valérie, en faisant les 100 pas, 15 000 € ne peuvent pas s'évaporer comme ça. Sans compter l'or, les bijoux, l'électroménager. Peut-être que des voleurs se sont introduits, avança timidement Maxime. Comment ça? La porte était fermée à clé, et les fenêtres aussi. Et pourquoi n'aurait-il rien pris d'autre? La télévision est toujours là, l'ordinateur aussi, et le micro-ondes. Valérie s'arrêta au milieu du salon, et réfléchit. Les rayures sur la serrure hier matin, la trace de pas près de la porte, la belle-mère beaucoup trop curieuse, et la clé mystérieuse dans la trousse. Maxime, dit-elle lentement. Et si? Et si c'était? Si c'était quoi? Et si c'était ta mère? Maxime devint blanc comme un linge. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère ne volerait jamais. Alors explique-moi, comment cette clé s'est retrouvée dans mes affaires, et pourquoi elle a inspecté l'appartement avec autant d'attention,
tout en photographiant nos cadeaux? Je n'en sais rien, mais ma mère n'y est pour rien. Valérie retourna dans la chambre et commença à fouiller dans sa commode pour prendre son sac à main, afin d'avoir de la monnaie pour les transports. Elle ouvrit le compartiment principal et se figea. Entre son portefeuille et son carnet, il y avait un petit sachet transparent, rempli d'une poudre blanche. « Maxime » hurla-t-elle. « Viens ici tout de suite. » Il accourut, et vit le sachet dans les mains de sa femme. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « C'est justement la question. Ce truc n'était absolument pas dans mon sac. Je l'utilise tous les jours. » Valérie saisit prudemment le sachet entre deux doigts. La poudre était fine, d'un blanc immaculé, et sans odeur. « Maxime, c'est de la drogue. Quelqu'un essaie de me piéger. » Maxime se prit la tête à deux mains. « Jette ça immédiatement. Jette-le dans les toilettes et tire la chasse. »« Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une preuve. Quelqu'un a mis ça là exprès. » « Valérie, s'il te plaît, débarrasse-toi de cette saleté. S'il la trouve, tu iras en prison. Et je n'ai pas l'intention de la cacher. J'appelle la police. » Maxime se précipita vers elle, et lui attrapa le bras. « Non, n'appelle pas la police. Pense aux conséquences. » « Quelles conséquences ? On m'a cambriolé, et on essaie de me faire accuser à tort. Quelles autres conséquences pourrait-il y avoir ? Valérie, je t'en supplie, essayons d'abord de régler ça entre nous. Sans mêler de personnes extérieures, pour ne pas créer de problème à la famille. Valérie regarda son mari avec insistance. Dans ses yeux, elle ne lisait pas seulement de la peur, mais une véritable panique. « Maxime, est-ce que tu sais quelque chose ? Dis-moi la vérité. » « Je ne sais rien du tout. Je ne veux simplement pas qu'un scandale éclate dans notre famille. » « Notre famille ? Et que deviendra notre famille, si je vais en prison pour un crime que je n'ai pas commis ? Valérie s'écarta de son mari, et se mit à faire les 100 pas dans la pièce, en réfléchissant. Il y avait trop de coïncidences. La visite de la belle-mère, la disparition des cadeaux, ce sachet caché dans son sac. Quelqu'un avait tout planifié, avec beaucoup de minutie. « Tu sais quoi » finit-elle par dire. « Dès que j'ai découvert la disparition, j'ai tout de suite décidé de vérifier les caméras. » « Quelles caméras ? » Maxime sursauta sur place. « Des caméras de vidéosurveillance cachées. Je les ai installées il y a 6 mois, après que ma voisine s'est fait voler son manteau de fourrure, dans son appartement. Tu ne m'en avais jamais parlé. Et pourquoi l'aurais-je fait ? C'est une mesure de sécurité. Les caméras enregistrent tout ce qui se passe chez moi, quand nous ne sommes pas là. » Maxime devint livide. « Valérie, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi remuer le passé ? » »« Comment ça, pas une bonne idée ? On nous a volé 15 000 €. Bien sûr qu'il faut regarder. » Elle se dirigea vers le salon, et alluma l'ordinateur. Maxime trottinait derrière elle, se tordant nerveusement les mains. Valérie réfléchit. Et si l'enregistrement montrait quelque chose de compromettant ? Et si c'était un inconnu ? Raison de plus pour regarder. Nous trouverons les voleurs, et nous donnerons la vidéo à la police. Mais, on devrait peut-être d'abord en parler avec nos proches ? Quels proches ? Je n'en ai pas, à part une tante éloignée. Et de ton côté, il n'y a que ta mère, qui, selon toute vraisemblance, est la voleuse. Valérie. Quoi, Valérie ? Les faits sont là. L'ordinateur s'alluma, et Valérie ouvrit le logiciel de vidéosurveillance. Un menu avec les dates des enregistrements apparut à l'écran. « Regardons la nuit dernière », dit-elle, en sélectionnant le bon fichier. Maxime se tenait derrière elle, et respirait bruyamment. Valérie sentait sa tension, mais elle n'y prêta pas attention. Elle voulait la vérité. L'enregistrement commençait la veille au soir. On y voyait le salon, où Maxime et elle buvaient le thé avec la belle-mère. Valérie accéléra la lecture,
jusqu'au moment où ils allaient se coucher. Là, regarde, montre ATL sur l'écran. 22 heures. On va dormir. L'appartement est vide. Le temps défilait rapidement sur l'enregistrement. 23 heures, minuit, 1 heure du matin. L'appartement restait sombre et désert. Soudain, à 2h20 du matin, quelque chose changea à l'écran. Une faible lumière, provenant d'une lampe de poche, apparut dans le salon. « Stop !» cria Valérie, en mettant la vidéo en pause. « Regarde, il y a quelqu'un dans l'appartement. » Maxime gardait le silence, déglutissant avec difficulté. Valérie remit la lecture à vitesse normale. Une silhouette, vêtue de vêtements sombres et tenant une lampe torche, entra dans le champ. La personne se déplaçait prudemment, en essayant de ne pas faire de bruit. « C'est impossible », murmura Valérie. La silhouette s'approcha de la caméra, et son visage devint visible. C'était Nadine, portant un survêtement sombre et un bonnet en laine. « Ta mère », souffla Valérie. « Maxime, c'est ta mère. » Maxime ne disait rien, fixant l'écran avec un regard vide. Sur la vidéo, la belle-mère parcourait méthodiquement l'appartement, avec sa lampe de poche. Elle alla d'abord dans la cuisine, ouvrit quelques placards, puis passa au salon, et se mit à inspecter les meubles. Enfin, elle se dirigea vers la chambre. Valérie bascula sur la caméra de la chambre. Nadine s'approcha prudemment du lit, où dormaient les jeunes mariés, et les éclaira avec sa lampe. S'assurant qu'ils dormaient à poing fermé, elle s'approcha de l'armoire. Elle savait où chercher, s'indigna Valérie. Elle savait exactement où nous avions caché les cadeaux. Sur l'enregistrement, la belle-mère monta sur une chaise, et récupéra la boîte sur l'étagère du haut. Elle redescendit délicatement, posa la boîte par terre, et commença à transférer son contenu dans son propre sac. L'argent, les bijoux, les appareils électroniques, tout disparut dans l'énorme sac de course. « Vieille voleuse », explosa Valérie. Mais le pire restait à venir. Ayant terminé avec les cadeaux, Nadine sortit un petit sachet de sa poche, et se dirigea vers le salon. Là, elle prit le sac à main de Valérie, qui était posé sur le canapé, et y glissa soigneusement le sachet. « Elle m'a mis de la drogue », hurla Valérie. « Elle voulait me faire plonger. » Maxime finit par prendre la parole. « Valérie. Je peux tout expliquer. » « Qu'est-ce que tu peux expliquer ? » ?»« Que ta mère est une voleuse et un monstre. Elle m'a demandé un double des clés, au cas où. » « Au cas où, pour nous cambrioler la première nuit après notre mariage ? » « Je pensais qu'elle voulait pouvoir nous aider, s'il arrivait quelque chose. » « Nous aider ? Elle a volé tout notre argent, et elle a caché de la drogue dans mes affaires. » Valérie éteignit l'ordinateur, et se tourna vers son mari. Maxime se tenait la tête baissée, n'osant pas croiser son regard. « Maxime, tu étais au courant ? » ?»« Non. Je le jure, je ne savais rien. » »« Alors pourquoi refusais-tu que je vérifie les cadeaux ? Pourquoi ne voulais-tu pas que je regarde la vidéo ? » ?»« J'avais juste peur. J'avais peur qu'elle ait pu faire une chose pareille. J'étais terrifiée. »« Donc, tu t'en doutais ? » Maxime garda le silence. « Réponds-moi. Tu te doutais que ta mère pouvait nous cambrioler ? Elle a eu des problèmes d'argent, par le passé. Parfois, elle empruntait aux voisins, et ne remboursait pas. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable d'aller jusque-là. » Valérie dévisageait son mari, comme s'il était un parfait inconnu. Ainsi, il savait que sa mère avait un penchant pour l'escroquerie, mais il n'avait pas jugé bon de prévenir sa femme. Pire encore, il lui avait donné les clés de leur appartement. « Maxime, tu te rends compte de ce qui s'est passé ? Ta mère a volé l'argent de notre mariage, et a essayé de me faire accuser d'un délit pénal. Si je n'avais pas eu ces caméras, j'aurais pu me retrouver en prison. » « Valérie, pardonne-moi, je l'ignorais. Je n'aurais jamais imaginé. » « Et qu'est-ce que tu imaginais, en lui donnant la clé ? Qu'elle allait venir nous faire des cookies ? Elle m'a dit qu'elle voulait parfois venir faire le ménage, pendant qu'on était au travail.
pour nous faire une surprise. Eh bien, elle l'a faite, sa surprise. Et quelle surprise! Valérie fit les 100 pas dans la pièce, essayant de se calmer, mais la colère la submergeait, non pas tant contre sa belle-mère, que contre son mari. Nadine était une étrangère, tandis que Maxime était la personne la plus proche d'elle, et il avait trahi sa confiance. « Tu sais quoi ?» dit-elle enfin. « J'appelle la police. » Valérie, attends. Non, je n'attendrai pas. Ta mère a commis un vol très important, et a tenté de glisser des substances illicites dans mes affaires. C'est un crime. Mais c'est ma mère. Et alors, ça lui donne le droit de voler, et de piéger les gens? Maxime s'agitait dans tous les sens, attrapant Valérie par les bras. Je t'en supplie, parlons-lui d'abord. Peut-être qu'elle rendra l'argent? Peut-être qu'elle a de gros ennuis? Quels ennuis peuvent justifier le vol de 15 000 €? Je ne sais pas, mais essayons au moins de comprendre. Valérie s'arrêta, et fixa intensément son mari. Dans ses yeux, elle ne vit aucune indignation légitime, seulement de la peur pour sa mère. Il était prêt à lui pardonner n'importe quoi. Maxime, dit-elle doucement, si tu ne me soutiens pas maintenant, si tu continues de défendre une criminelle sous prétexte que c'est ta mère, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Valérie, qu'est-ce que tu insinues? J'insinue que je viens de découvrir une toute nouvelle facette de ta personnalité, et que ce que je vois me déplaît fortement. Maxime se laissa tomber sur le canapé, et se prit la tête entre les mains. Valérie, voyons, on vient à peine de se marier. Tu es vraiment prête à détruire notre famille pour de l'argent? Pas pour de l'argent, mais à cause d'une trahison. Ta trahison, et celle de ta mère. Quelle trahison? Je n'ai rien fait de mal. Tu as donné les clés de notre appartement à une étrangère, sans m'avertir. Tu m'as caché que ta mère était une arnaqueuse. Et maintenant, tu essaies de protéger une voleuse, au lieu de soutenir ta femme. Maxime resta silencieux, comprenant qu'elle avait raison. J'attends ta décision, déclara-t-elle. Soit nous allons ensemble à la police pour porter plainte contre ta mère, soit j'y vais seule, et dans ce cas, je demanderai aussi le divorce. Valérie. C'est un ultimatum, Maxime. Choisis, la justice, ou ta maman. Il n'y a pas d'autre option. Maxime resta muet pendant plusieurs minutes, luttant avec lui-même. Finalement, il leva la tête, et regarda sa femme. D'accord, dit-il doucement. Appelle la police. Valérie hocha la tête, et prit son téléphone. Mais avant de composer le numéro, elle posa un dernier regard attentif sur son mari. Son intuition lui soufflait que cette histoire de vol n'était que la partie émergée de l'iceberg, et que les pires découvertes restaient encore à venir. Police, secours, j'écoute, résonna une voix dans le combiné. Bonjour, dit Valérie. Je voudrais signaler un cambriolage. Par la fenêtre, le matin se levait sur un nouveau jour. Un jour qui allait bouleverser toute l'existence de Valérie, et lui prouver à quel point elle connaissait mal ceux à qui elle faisait confiance. 1 heure après son appel, on sonna à la porte. Valérie ouvrit, et se trouva face à un homme grand et maigre, en uniforme, accompagné d'une jeune femme inspectrice de police, qui tenait un dossier. Sergent-chef Bernard, se présenta l'homme. Et voici l'inspectrice Anne Dubois. C'est vous qui avez signalé un vol? Oui, entrez, répondit Valérie. Maxime était assis sur le canapé, pâle, et complètement abattu. Depuis qu'elle avait pris la décision d'appeler la police, il n'avait pas prononcé un seul mot, se contentant de hocher ou de secouer la tête aux questions de sa femme. Racontez-nous en détail ce qui s'est passé, demanda le policier, en sortant son carnet. Valérie relata la visite de sa belle-mère l'avant-veille, la façon dont Nadine s'était montrée si insistante concernant les cadeaux, comment elle les avait pris en photo, et avait scruté l'appartement. Elle expliqua ensuite la découverte, le matin même, de la disparition des objets de valeur, ainsi que le petit sachet de poudre blanche qu'on lui avait glissé. « Vous avez ce sachet ?» demanda l'inspectrice. « Oui, il est là. »
Valérie montra le sachet, soigneusement enveloppé dans un essuie-tout. Je ne l'ai pas touché à main nue. Vous avez bien fait. Mais le plus important, avez-vous des preuves que le vol a été commis spécifiquement par votre belle-mère? Oui. J'ai installé des caméras de vidéosurveillance chez moi. Tout a été filmé. Le policier et l'inspectrice échangèrent un regard. On peut visionner l'enregistrement tout de suite, demanda le sergent-chef. Bien sûr. Valérie alluma l'ordinateur et lança la vidéo. Les policiers regardèrent attentivement comment Nadine, en pleine nuit, s'était introduite dans l'appartement, avait dérobé les cadeaux et placé la drogue. Attendez, stop, dit soudain le policier, lorsque le visage de la belle-mère apparut à l'écran. Remettez ce passage, s'il vous plaît. Valérie fit un retour en arrière. Le policier se pencha vers l'écran et scruta l'image pendant de longues secondes. C'est pas vrai, marmonna-t-il. Inspectrice Dubois, jetez un œil. Je crois que c'est elle. L'inspectrice examina l'écran à son tour. C'est bien elle. Nadine Dupont, née en 1964. Qui est-ce? Demanda Valérie. Le policier sortit son téléphone et montra une photo tirée de la base de données de la police. Sur le cliché figurait la même Nadine, mais en plus jeune. C'est une criminelle très recherchée, déclara le sergent-chef. Nous sommes à ses trousses depuis 3 ans. Elle est spécialisée dans les escroqueries immobilières visant les personnes âgées. Valérie eut le souffle coupé. Comment ça, des escroqueries? C'est très simple, expliqua l'inspectrice. Elle gagne la confiance de retraités isolés, devient leur aide à domicile ou leur femme de ménage, puis les persuade de lui léguer leur appartement ou de le mettre au nom de prête-nom. Ensuite, les personnes âgées sont expulsées, ou bien elles disparaissent dans de mystérieuses circonstances. Ce qu'on y a vu a choqué même le policier, dit doucement Valérie, en se remémorant ses propres pensées concernant la vidéo. Il y a cette affaire à son actif dans le dossier, poursuivit le policier. Le préjudice total s'élève à plus de 2 millions d'euros. Sans compter 3 cas suspects de disparition de personnes âgées, bien que nous n'ayons pas encore pu établir de lien direct. Maxime restait silencieux, la tête enfouie dans ses mains. Et vous, jeune homme, vous ignoriez le passé criminel de votre mère, lui demanda l'inspectrice. Je. Maxime releva la tête, et Valérie vit dans ses yeux, non pas de la surprise, mais de la terreur. Maxime, dit-elle lentement. Tu savais? Il ne répondit pas. Réponds-moi. Tu savais que ta mère était une criminelle? Oui, murmura-t-il à peine. Valérie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela signifiait que, pendant tout ce temps, elle avait vécu avec un homme qui lui cachait la vérité sur sa famille. Depuis quand êtes-vous au courant des activités criminelles de votre mère? Interrogea le policier. Depuis le début, je l'aidais à se cacher. De quelle manière? Je louais des appartements à mon nom pour elle, j'achetais des téléphones, je lui remettais de l'argent, et parfois même, je l'aidais à repérer des victimes. L'inspectrice notait tout dans son carnet. Donc, vous êtes complice de ces crimes? Maxime hocha la tête. Valérie regardait son mari comme s'il était un parfait étranger. En somme, elle avait fréquenté pendant 1 an et demi, et finalement épousé, le complice d'une dangereuse arnaqueuse. Et maintenant, expliquez-moi, reprit l'inspectrice, comment votre mère a-t-elle pu entrer dans l'appartement? Je lui ai donné une clé, répondit Maxime. Pourquoi? Elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle voulait étudier la configuration des lieux, pour de futures opérations. La tête de Valérie se mit à tourner. Pour de futures opérations? C'est-à-dire que vous comptiez utiliser mon appartement pour une escroquerie? Maxime ne répondit pas, mais son silence en disait long. Jeune homme, le prévint sévèrement le policier, vous avez intérêt à tout nous raconter, sinon, ce sera pire pour vous. Maxime prit une grande inspiration, et commença à s'expliquer. Ma mère surveillait Valérie depuis longtemps.
Elle a appris qu'elle était propriétaire de son appartement, qu'elle n'avait pas de famille proche, et qu'elle avait un emploi stable. C'était la candidate idéale pour un nouveau plan. Une candidate pourquoi, murmura Valérie. Pour une fraude à long terme. Le plan était complexe, et prévu sur plusieurs étapes. D'abord, je devais t'épouser. Nous devions vivre heureux pendant quelques mois, pour que je gagne ta confiance absolue. Ensuite, ma mère te glissait de la drogue dans tes affaires. Et appelait la police. Tu serais arrêté, et incarcéré. Moi, je restais le mari au passé irréprochable, avec l'appartement. Après quelque temps, on aurait vendu le logement, et utilisé l'argent pour organiser de nouvelles escroqueries. Valérie écoutait ces paroles, incapable de croire à ce qui se passait. Cela signifiait que leur rencontre n'était pas due au hasard. Toute leur relation, la demande en mariage, la cérémonie. Tout faisait partie d'un complot criminel minutieusement élaboré. Mais ce n'est pas tout, continua Maxime, comme s'il avait décidé de vider son sac d'un coup. Après la vente de ton appartement, il était prévu de créer une fausse entreprise de bâtiment, de récolter l'argent de retraités sous prétexte de construire une maison de repos, puis de disparaître avec les fonds. Quelle somme comptiez-vous récolter ? Demanda l'inspectrice. Ma mère parlait d'environ 2 millions d'euros. Dans notre ville, beaucoup de personnes âgées isolées ont des économies. Valérie s'agrippa au dossier de sa chaise, pour ne pas s'effondrer. 2 millions d'euros. Et tout cela devait se bâtir sur son propre malheur, sur sa vie brisée. Alors, tu ne m'aimais pas du tout, lui demanda-t-elle. Au début, non, répondit honnêtement Maxime. C'était juste un travail, une mission confiée par ma mère. Mais, par la suite, je me suis vraiment attachée à toi, et quand le moment est venu de lancer la première étape du plan, j'ai compris que je n'en serais pas capable. C'est pour ça que tu étais si nerveux, quand je voulais vérifier les cadeaux. Oui, j'espérais que ma mère changerait d'avis. Qu'elle prendrait simplement l'argent et les cadeaux, et qu'on trouverait un autre moyen de gagner notre vie. Mais elle a été inflexible. Et pourquoi avez-vous décidé de commencer par voler l'argent du mariage, s'enquit le policier. C'était un test, répondit Maxime. Ma mère voulait voir comment Valérie réagirait en situation de crise. Allait-elle appeler la police ? Allait-elle se fier à moi ? Croirait-elle à mon innocence ? En fonction de sa réaction, on devait ajuster les prochaines étapes. En résumé, le vol n'était pas le but final, mais un moyen d'étudier la victime, précisa l'inspectrice. C'est exactement ça. Et puis, l'argent est toujours bon à prendre. 15 000 euros, c'est une belle somme pour couvrir les frais de départ d'une nouvelle arnaque. L'inspectrice notait scrupuleusement chaque mot. Dites-moi, s'adressa-t-elle à Maxime. Avez-vous des messages échangés avec votre mère, à propos de ce plan ? Maxime devint encore plus pâle. Donnez-moi votre téléphone, exigea le policier. Maxime sortit son portable à contre-cœur, et le tendit à l'agent. Le sergent-chef se mit à examiner les messages. Voyons voir. Voici une conversation avec un contact nommé « Maman ». Lisons, Max, quand est-ce que tu m'apportes les plans de l'appartement ? Ça date du 20 août. Valérie se souvint du 20 août. C'était une semaine avant le mariage. On continue, dit le policier. La réponse, je te les apporte demain. J'ai photographié toutes les pièces, même la ventilation et le tableau électrique. Et un message du 21, bravo, mon fils. J'ai étudié les plans, c'est très clair. La clé est prête ? La réponse, j'ai fait faire 3 doubles, comme convenu. J'en garde un, je t'en donne un, et le dernier est de rechange. À chaque message lu, Valérie sentait son univers s'écrouler un peu plus. Tout avait été prémédité, dans les moindres détails. Chaque jour de leur vie de couple n'avait été qu'un mensonge. Ah, en voilà un intéressant, poursuivit le policier. D'il y a un mois, Max, ta petite femme ne se doute de rien ? La réponse, non, maman. Elle me fait totalement confiance. Elle m'a même montré où elle rangeait les papiers de l'appartement. Valérie se rappela ce jour-là.
Maxime s'était intéressé à ces documents, sous prétexte de souscrire une assurance vie commune. Elle lui avait montré tous les papiers avec joie, et même le testament en sa faveur qu'elle avait rédigé avant le mariage. Et ça continue, lut le policier. Le jour d'avant, Max, tout est prêt. J'ai pris l'argent, et j'ai placé la poudre. Demain, appelle la police, et joue le mari sous le choc. N'oublie pas, tu ne sais rien. Tu es anéanti, et tu es prêt à tout pour ta femme. La réponse, maman, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas faire ça à Valérie. C'est une fille bien. Ensuite, comment ça, tu as changé d'avis? Ça fait 2 ans qu'on se prépare, on y a mis tant d'efforts. La réponse, prenons juste l'argent, et disparaissons. On recommencera à zéro dans une autre ville. Et la réponse de la mère, tu es tombé amoureux de cette cruche, ou quoi? Tout se déroule strictement comme prévu. N'écoute personne et fais ce qu'on te dit, sinon tu te retrouveras toi aussi devant le juge, comme complice de toutes mes affaires. Valérie écoutait, pétrifiée. Même au tout dernier moment, quand Maxime avait semblé vouloir la protéger, sa belle-mère l'avait traité de « cruche » et avait menacé son propre fils de prison. Il y en a d'autres, signala le policier. Voici un échange d'il y a 4 mois. Maman, Valérie pose des questions sur ton passé, elle veut mieux te connaître avant le mariage. La réponse, surtout pas. Dissuade-la par tous les moyens. Après le mariage, le problème se réglera de lui-même. En attendant, invente une maladie, dis-lui que je suis à l'hôpital. En voici un autre. L'inspectrice prit le téléphone. Un message datant d'il y a 6 mois. Mon fils, j'ai définitivement choisi la victime. Elle travaille comme réceptionniste dans un centre médical. Elle est propriétaire d'un 2 pièces dans un bon quartier. Elle n'a pratiquement aucune famille, juste une tante éloignée dans une autre ville. Elle s'appelle Valérie, elle a 31 ans. 6 juin, la photo et l'adresse. Mets-toi au travail. Il y a une photo, demanda le policier. Il y a toute une série. Ce sont des photos de la plaignante, prises en caméra cachée dans la rue, près de chez elle, au travail, au supermarché. Valérie regarda l'écran du téléphone. Il y avait effectivement une multitude de photos d'elle, prises à différentes époques, il y a 6 mois. Cela signifiait qu'il l'avait suivie pendant longtemps, étudiant ses habitudes, ses trajets, et son mode de vie. Maxime, dit-elle doucement, ça veut dire que lorsque tu es venu au centre médical, ce n'était pas un hasard? Non, répondit-il, sans lever les yeux. Ma mère m'avait fourni un plan détaillé. Elle savait quel jour tu travaillais, à quelle heure tu arrivais et tu partais. Elle connaissait ton caractère, et ce que tu aimais. L'accident de travail était aussi une invention. Ma mère savait que tu avais bon cœur, et que tu serais touché par un homme blessé. Et nos rendez-vous, les restaurants, le théâtre, le week-end à la mer, tout était payé par ma mère, avec l'argent de ses précédentes combines. Elle disait, il ne faut pas lésiner sur l'appât, si la proie en vaut la peine. Valérie se renfonça dans le canapé. 1 an et demi de relation n'avait été qu'une totale illusion. Leurs rendez-vous, leurs conversations intimes, leurs projets d'avenir, et même leur intimité, tout cela n'était qu'une pièce de théâtre savamment mise en scène, dans un seul but, s'emparer de son appartement, et utiliser sa détresse pour commettre de nouveaux crimes. Nous avons plus qu'assez de preuves, affirma l'inspectrice. L'enregistrement vidéo du vol, les preuves matérielles, l'historique complet des messages, et les aveux complets d'un complice. Le dossier est en béton armé. Que risque-t-il? Demanda Valérie. Votre belle-mère risque entre 10 et 12 ans de prison, pour l'ensemble de son œuvre. Peut-être même plus, si l'on parvient à prouver son lien avec les disparitions de ces retraités. Quant à votre mari, en tant que complice actif, il encourt 4 à 5 ans, s'il coopère pleinement avec les enquêteurs. S'il refuse, il prendra la peine maximale, soit environ 8 ans. Nous avons la preuve de son implication dans l'organisation d'au moins 3 stratagèmes frauduleux. Valérie hocha la tête. La justice allait triompher, mais à quel prix? Sa famille, ses rêves d'avenir, sa foi en l'humanité,
Tout avait été détruit en une fraction de seconde. Au fait, ajouta l'inspectrice, nous avons trouvé autre chose de très intéressant dans le téléphone de votre mari. Une liste de futures victimes potentielles. Elle contient 23 noms, avec des adresses, et des profils détaillés. Est-ce qu'il y a des personnes que je connais, parmi elles, demanda Valérie, horrifiée. Malheureusement, oui. Votre collègue Sylvie, votre voisine du 5e, tante Gisèle. Et votre tante éloignée, à Lyon. Visiblement, il comptait utiliser vos relations pour s'introduire dans la vie de nouvelles cibles. Valérie se prit la tête à deux mains. Cela signifiait que d'autres de ses proches auraient pu être frappés. Heureusement que tout avait éclaté au grand jour, maintenant. Il faut que nous arrêtions votre belle-mère sur le champ, déclara le policier. Vous avez son adresse exacte ? Maxime dicta l'adresse, et donna même la description du bâtiment et le code de l'interphone. Et elle possède aussi une maison de campagne, à Saint-Martin, ajouta-t-il. C'est là qu'elle cache les documents et les objets de valeur de ses précédentes opérations. L'adresse de cette maison ? Maxime la lui donna également. Très bien, nous allons organiser des perquisitions simultanées, décida l'inspectrice. Quant à vous, jeune homme, vous allez devoir nous accompagner. Vous devrez identifier les pièces à conviction. Les policiers s'apprêtaient à partir, mais l'inspectrice s'attarda un instant. Valérie, s'adressa-t-elle à elle, vous aurez la possibilité de vous constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, et de l'ampleur des crimes envisagés, le tribunal vous donnera sans doute raison. Vous pouvez vous attendre à une compensation substantielle. Mais s'ils n'ont pas d'argent, s'inquiéta Valérie. Oh, ils en ont. Dans leur maison de campagne, et dans plusieurs coffres-forts, ils ont amassé près de 300 000 €. Sans parler des objets de valeur. Tout cela sera saisi, et servira à indemniser les victimes. Merci, répondit Valérie. Je porterai plainte, c'est certain. Et une dernière chose, ajouta l'inspectrice. Nous aurons besoin de votre témoignage contre les autres membres du réseau. Car oui, il s'agit d'un véritable réseau organisé. Outre la mère et le fils, il y a plusieurs autres complices. Quels autres complices ? Un notaire, qui rédigeait de faux actes de propriété. Un médecin, qui falsifiait des certificats de décès. Un agent immobilier, qui facilitait la revente des appartements volés. Tout un réseau. Maxime leva les yeux. Valérie. Je suis prêt à témoigner contre eux tous. Je raconterai tout ce que je sais. Je t'en prie. Pardonne-moi, si tu le peux. Non, trancha-t-elle avec fermeté. Jamais. Tu ne m'as pas seulement menti. Tu étais prêt à détruire mon existence pour de l'argent. Je ne te pardonnerai jamais ça. Mais, au dernier moment, je n'ai pas pu le faire. Au dernier moment ? Et pendant l'année et demie qui a précédé, tu as planifié mon malheur au quotidien. Tu échafaudais des plans pour me piéger, pour me faire souffrir. Maxime se tut, comprenant qu'il était inutile de protester. En route, ordonna le policier. Il nous reste beaucoup à faire. Ils emmenèrent Maxime, et Valérie se retrouva seule dans cet appartement, qui avait bien failli devenir l'instrument d'un crime terrible. Les jours suivants s'écoulèrent comme dans un brouillard. Les perquisitions chez Nadine donnèrent d'importants résultats. Dans son appartement et dans sa maison de campagne, la police découvrit les actes de propriété de 17 appartements ayant appartenu à des retraités portés disparus. Il y avait aussi de l'argent liquide, des bijoux, de faux certificats, et des photos de victimes potentielles. Valérie se rendit à plusieurs reprises au commissariat, pour faire des dépositions et participer à des identifications, et à chaque fois, elle apprenait de nouveaux détails sordides sur le complot qui la visait. Il s'avéra que le plan était encore plus machiavélique qu'elle ne le pensait. Après son arrestation supposée, Maxime devait divorcer d'elle, en l'accusant d'être toxicomane, pour récupérer l'appartement par décision de justice. Quelques mois plus tard, Valérie devait périr en prison, dans de mystérieuses circonstances.
Nadine a des contacts dans le milieu carcéral, lui expliqua l'inspectrice. Elle a déjà commandité l'élimination de témoins gênants. Vous auriez subi le même sort. En apprenant cela, Valérie eut les jambes coupées. Elle faillit s'évanouir en plein milieu du bureau de l'inspectrice. Vous comprenez maintenant pourquoi nous prenons cette affaire si au sérieux, demanda Anne Dubois. Vous n'avez survécu que grâce à vos caméras de surveillance. L'affaire fit grand bruit dans les médias locaux, et même nationaux. L'histoire d'une mère et de son fils, qui avaient marié ce dernier à une jeune femme innocente, dans le but de lui voler son appartement et de l'assassiner, bouleversa tout le pays. Des journalistes contactèrent Valérie pour lui proposer des interviews, ou même d'écrire un livre, mais elle refusa. Elle ne voulait pas tirer profit de sa tragédie, ni la transformer en spectacle. Maxime coopéra pleinement avec la justice, et révéla tout ce qu'il savait sur les crimes de sa mère et de ses complices. Ses aveux permirent de résoudre des dizaines de cas d'escroquerie, et de retrouver les restes de plusieurs retraités disparus. Il écopa finalement d'une peine de 5 ans de prison ferme. Le sursis lui fut refusé, en raison de la cruauté extrême du complot. Nadine s'obstina à nier les faits jusqu'au bout. Elle prétendit qu'elle voulait simplement donner une leçon à une belle fille ingrate et frivole, et que tout le reste n'était qu'une pure invention de la police. Mais les preuves étaient accablantes. Outre la vidéo du vol, les messages, et les aveux de son fils, des témoins se présentèrent, et les enquêteurs trouvèrent des documents accablants, ainsi que de fortes sommes d'argent. Le tribunal la condamna à 14 ans de réclusion criminelle. Les complices furent également sanctionnés. Le notaire perdit sa licence, et fut condamné à 3 ans de prison avec sursis. Le médecin écopa de 4 ans ferme, et l'agent immobilier, de 5 ans. Valérie se constitua partie civile, et demanda des dommages et intérêts à tous les membres du réseau. Le tribunal les condamna solidairement à lui verser 150 000 €. Cet argent, bien sûr, ne pouvait compenser ni la trahison, ni les rêves brisés, ni sa vie gâchée, mais il permit à Valérie de sentir que la justice avait fait son travail. Le divorce fut prononcé rapidement, et sans encombre. Depuis sa cellule, Maxime envoya son consentement à la rupture du mariage, et renonça à toute prétention sur les biens de son ex-femme. Il avait visiblement compris que ses actes étaient déjà impardonnables. Un an s'écoula. Valérie reprenait peu à peu le cours d'une vie normale. Son travail l'aidait à ne pas penser au traumatisme du passé. Ses collègues et amis la soutenaient, et faisaient tout pour lui changer les idées. Elle fit changer toutes les serrures de son appartement, installa un système de sécurité dernier cri, et adopta un chien, un berger allemand du nom de Rex. Elle se sentait désormais en sécurité. Au cours de cette année, plusieurs hommes lui avaient proposé de sortir avec elle, un collègue d'un autre service, un voisin du dessus, un médecin de sa connaissance, travaillant dans une autre clinique. Mais Valérie refusait poliment à chaque fois. Elle n'était pas encore prête à faire confiance à qui que ce soit. Peut-être qu'un jour, j'aimerai à nouveau, songeait-elle. Mais pas de sitôt, et je ne précipiterai rien, c'est certain. Il faut apprendre à connaître parfaitement une personne, et la tester sous tous les angles, avant de lui confier sa vie. Parfois, le soir, Valérie s'installait avec une tasse de thé, et repensait à ce qu'elle avait traversé, réalisant à quel point elle avait frôlé la mort. Sans ces caméras installées par pure précaution, elle ne serait plus de ce monde. Mon intuition ne m'a pas trompée, se disait-elle. Quelque chose, au fond de moi, me murmurait sans cesse que Maxime n'était pas net. Je regrette de ne pas avoir écouté cette petite voix plus tôt. Un soir d'hiver, Valérie était chez elle, en train de lire un livre. Rex dormait à ses pieds. Dehors, la neige tombait doucement. Tout n'était que calme et sérénité. Le téléphone sonna. Sur l'écran, le numéro de l'inspectrice Dubois s'afficha. « Bonsoir, Valérie. J'ai des nouvelles concernant votre affaire. » « Je vous écoute. » Depuis sa prison, Nadine a fait de nouvelles révélations sur d'autres dossiers. Il s'avère qu'au cours de sa carrière criminelle, elle a causé la mort d'au moins 15 personnes. De nouvelles preuves ont été trouvées, et sa peine sera alourdie d'au moins 7 ans. « Je vois, » répondit Valérie. « Et votre ex-mari, Maxime ?
Il vous passe le bonjour de sa cellule, et m'a demandé de vous dire qu'il regrette profondément tout ce qui s'est passé. Merci pour ces informations. Et encore une chose. Grâce aux aveux de Maxime, nous avons pu remonter jusqu'à un réseau international. Il s'avère que ces combines de mariage blanc ne se limitent pas à notre région. Il existe un vaste réseau, implanté dans cette grande ville de France. L'affaire prendra très certainement une dimension nationale. Valérie raccrocha, pensive. Nadine avait eu ce qu'elle méritait. Elle allait passer plus de 20 ans derrière les barreaux, si tant est qu'elle en ressorte un jour vivante. Maxime, lui aussi, purgeait une peine justifiée. Et elle? Elle avait reçu une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Une leçon lui rappelant qu'il ne faut jamais faire aveuglément confiance, même à ses proches, qu'il faut toujours rester sur ses gardes et écouter son intuition. Valérie caressa Rex, qui se réveilla et posa son museau sur ses genoux. « Tu sais quoi, mon beau, dit-elle au chien. Finalement, on est vraiment bien tous les deux. Personne pour mentir, trahir ou me piéger. Tu es bien plus honnête que n'importe quel être humain. » Rex remua la queue, comme s'il approuvait les paroles de sa maîtresse. Dehors, la neige continuait de tomber. Valérie reprit son livre, et se replongea dans sa lecture. La vie continuait. Une vie différente, sans illusions ni lunettes roses, mais une vie authentique. Elle n'était plus cette jeune femme naïve, qui, 1 an et demi plus tôt, s'était laissée séduire par un bel homme au regard triste. Aujourd'hui, elle connaissait sa propre valeur, et ne laisserait plus jamais personne la tromper. 2 ans après le procès, Valérie reçut une lettre d'un avocat. Lors de la fouille d'un autre appartement clandestin, des objets de valeur supplémentaire avaient été retrouvés, pour un montant d'environ 1 million d'euros. Toutes les victimes recevraient des indemnisations complémentaires. Valérie refusa sa part, et en fit don aux familles des retraités assassinés. Elle avait suffisamment d'argent, et ses familles en avaient bien plus besoin qu'elle. Peu à peu, la douleur s'estompa. Il n'en resta qu'une expérience, amère, mais inestimable. Valérie avait appris à vivre seule, sans souffrir de la solitude. Elle avait un travail passionnant, des amis fidèles, et un chien qu'elle adorait. Parfois, ses collègues ou ses connaissances lui demandaient si elle ne regrettait pas son divorce, et si elle n'avait pas envie de se remarier. Valérie répondait avec franchise, pour le moment, non. Peut-être qu'un jour, elle croiserait le chemin d'un homme à qui confier sa vie, mais ce ne serait pas pour tout de suite, et seulement après de minutieuses vérifications. Peut-être que c'est mieux ainsi, songeait-elle parfois. Mieux vaut découvrir la vérité sur quelqu'un avant le mariage, que de vivre toute une vie dans le mensonge. Durant les 3 années qui suivirent son divorce, on la demanda en mariage à 4 reprises, un professeur de l'école voisine, un médecin de sa clinique, et un informaticien. Même l'inspectrice du bois laissait entendre qu'elle connaissait un collègue célibataire. Mais Valérie ne précipitait rien. Elle savait désormais à quel point il était facile de se tromper sur la nature des gens, et avec quelle habileté ils pouvaient dissimuler leur vrai visage. Chaque prétendant potentiel était étudié pendant des mois, elle vérifiait leurs antécédents auprès de connaissances, et les observait dans diverses situations. Quelle paranoïa, s'amusaient ses amis, mais Valérie ne s'en formalisait pas. Mieux valait être paranoïaque et en vie, que crédule et morte. Un soir, 4 ans après ces terribles événements, Valérie était assise chez elle, plongée dans un roman policier. À la télévision, une émission relatait des affaires criminelles résolues. Soudain, elle entendit des noms familiers. Ce soir, notre émission revient sur l'escroquerie la plus machiavélique de ces dernières années. Nadine Dupont et son fils Maxime avaient monté un réseau criminel, spécialisé dans les mariages arrangés, suivi de l'élimination physique de leurs victimes. Valérie changea de chaîne. Elle refusait de se replonger dans le passé. La vie continuait, et il fallait aller de l'avant. Rex s'approcha, et posa sa tête sur ses genoux. Le chien, intelligent, percevait l'humeur de sa maîtresse. « Tout va bien, mon grand, » dit Valérie en le caressant. C'est de l'histoire ancienne. Au fil des années, elle bâtit une belle carrière, devenant administratrice principale, puis directrice adjointe du pôle administratif de l'hôpital. Elle s'acheta une voiture,
fit rénover son appartement, et partit en vacances aux 4 coins de l'Europe. Sa vie avait retrouvé un équilibre. Ce n'était certes pas la vie dont elle avait rêvé dans sa jeunesse, mais c'était une existence honnête et paisible. Valérie avait compris que le bonheur n'était pas obligatoirement lié au mariage. On pouvait être une personne accomplie, sans avoir de mari à ses côtés. Pour ses 38 ans, ses collègues lui organisèrent une surprise, une grande fête dans un restaurant. Valérie fut profondément touchée par cette attention. Au fil des ans, elle était devenue bien plus qu'une simple employée, elle était l'âme de l'équipe. Valérie, déclara le médecin-chef lors d'un toast, vous nous avez montré l'exemple, et prouvé comment on peut surmonter les épreuves de la vie. Vous n'avez pas sombré, vous ne vous êtes pas aigrie, mais vous en êtes ressortie encore plus forte. Nous avons un immense respect pour vous. Valérie sourit. Oui, elle était véritablement devenue plus forte. L'épreuve qui aurait pu la détruire avait forgé son caractère. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle repensa aux années écoulées, à la façon dont son destin avait basculé du jour au lendemain, et à la leçon que la vie lui avait infligée. Si on m'avait dit il y a 5 ans que je vivrais seule, et que j'en serais ravie, je ne l'aurais jamais cru, songea-t-elle. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose, la solitude vaut 1000 fois mieux qu'une mauvaise compagnie. Chez elle, Rex l'accueillit fidèlement. Un véritable ami, dévoué, qui ne la trahirait ni ne lui mentirait jamais. Était-ce là le malheur? Valérie prépara le dîner, nourrit son chien, puis s'assit devant son ordinateur pour relever ses mets. Parmi le courrier habituel, un message provenant d'une adresse étrange attira son attention. Valérie. C'est Maxime. Je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, mais je tenais absolument à te présenter mes excuses. Dans un mois, je serai libérée sur parole. Et je te promets de ne plus jamais t'importuner. Je voulais juste te dire que tu as été l'unique rayon de soleil de mon existence. Pardonne-moi, si tu en as la force. Valérie fixa l'écran pendant un long moment, puis supprima le message, sans y répondre. Le passé devait rester à sa place. Maxime fut libéré, et, comme promis, il ne la recontacta jamais. Par l'intermédiaire de connaissances communes, Valérie apprit qu'il travaillait comme manutentionnaire dans un entrepôt, qu'il vivait dans un modeste logement partagé, et qu'il ne fréquentait personne. Chacun a été rattrapé par ses actes, pensa-t-elle, et tout le monde a récolté ce qu'il a semé. Plusieurs années passèrent. Valérie fêta ses 42 ans. Elle vivait toujours seule, s'épanouissant dans son travail, ses voyages, et ses lectures. Son quotidien était paisible et régulier. Un jour, un nouveau cardiologue rejoignit l'hôpital, le docteur André Perrin. C'était un homme d'environ 45 ans, divorcé, père d'une fille adulte, cultivé, courtois, et doté d'un excellent sens de l'humour. Immédiatement, ses collègues se mirent à échafauder des plans. Valérie, vous devez faire sa connaissance. Vous êtes tous les deux libres, et vous êtes des personnes de grande qualité. Mais Valérie n'était pas pressée. Elle observa ce nouveau médecin pendant plusieurs mois, examinant sa façon de travailler, d'interagir avec les patients et le personnel, ainsi que son attitude face au stress. André Perrin se révéla être un homme profondément droit. Il ne cherchait pas à impressionner la galerie, ne flattait personne, ne jouait aucun rôle, il se contentait de faire son métier, et de vivre sa vie. Au bout de 6 mois, il invita Valérie à prendre un café, puis au théâtre, et enfin, à se promener dans un parc. Leur relation évoluait lentement, et de manière très naturelle. « Je connais votre histoire », lui confia-t-il un jour. « Ce sont nos collègues qui me l'ont raconté. Je comprends tout à fait votre prudence, et je ne précipiterai rien. » « Je vous remercie », répondit Valérie. « J'ai besoin de temps pour réapprendre à faire confiance. » « Nous avons tout notre temps, » sourit André. Ils se fréquentèrent ainsi pendant 2 ans, apprenant à se connaître avec douceur et prudence. Valérie fit la connaissance de sa fille, et André rencontra ses amis. Personne ne brusquait les choses. André s'avérait être tel qu'il le laissait paraître, un homme honnête, intègre, et d'une fiabilité à toute épreuve. Il n'éludait pas son passé, ne mentait jamais, et ne jouait aucun double jeu.
Peut-être que je suis prête à essayer encore une fois, songea Valérie. Mais uniquement avec cet homme, et à la condition absolue qu'une transparence totale règne entre nous. Le jour de ses 45 ans, elle reçut de la part d'André un cadeau pour le moins insolite. Ni fleurs, ni bijoux, mais un épais dossier rempli de documents. « Qu'est-ce que c'est » s'étonna-t-elle. « Ma biographie complète » répondit-il. « Extrait de casier judiciaire, recommandations de mes anciens employeurs, bilan de santé, relevé bancaire. Tout ce que vous pourriez souhaiter savoir sur moi s'y trouve. » Valérie fut émue aux larmes. Cet homme avait sincèrement compris ses angoisses, et il était prêt à tout pour qu'elle se sente en sécurité. « André, dit-elle, et si je n'étais jamais prête à me remarier ? Alors, nous continuerons à vivre exactement comme nous le faisons aujourd'hui, répondit-il. L'essentiel, c'est que nous soyons heureux ensemble. Valérie sourit. Le bonheur surgit souvent au moment précis où l'on cesse de le chercher désespérément. Cependant, ils ne se marièrent jamais. Valérie n'était pas prête pour un nouveau mariage, et André le comprenait parfaitement. Ils vivaient simplement l'un à côté de l'autre, se soutenant mutuellement, et forgeant des projets communs. Encore 5 années s'écoulèrent. Valérie célébra son 50e anniversaire. Derrière elle se trouvaient de longues années de solitude, de souffrance, et de méfiance envers les autres. Devant elle, s'ouvrait une vie sereine et apaisée, partagée avec un homme en qui elle avait enfin appris à avoir confiance. « Tu sais, dit-elle un jour à André, je suis reconnaissante envers le destin pour cette leçon. Oui, j'ai souffert, mais sans cette histoire, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais appris à estimer la véritable honnêteté, et la droiture. Tout a un sens dans notre vie, approuva-t-il. Même les épreuves les plus cruelles nous rendent plus forts. » Valérie hocha la tête. Elle avait survécu à la trahison, au mensonge, et à une tentative de meurtre, mais elle avait tenu bon. Elle ne s'était pas brisée, elle ne s'était pas aigrie, et elle avait su rester profondément humaine. C'était là sa plus belle victoire. Rex, devenu un vieux chien, reposait à ses pieds. Un ami fidèle, qui avait traversé avec elle toutes les épreuves. André lisait son journal. Le tic-tac de l'horloge résonnait doucement. Le bonheur, songea Valérie. Il ne réside pas dans l'attente du prince charmant, ni dans les mariages fastueux. Il se trouve dans la simplicité, dans l'honnêteté de nos proches, dans la paix de notre conscience, et dans le sentiment d'être en sécurité. Par la fenêtre, le soleil commençait à se coucher. Une nouvelle journée de sa nouvelle vie touchait à sa fin. Une vie sans mensonge, sans peur, sans trahison. Une vie qu'elle avait choisie, elle-même.